Bonjour à tous, Lionel Cadot, très heureux d'être avec vous pour débattre de ce sujet qui me passionne, qui est le management responsable. Donc je suis consultant en management stratégique de la transition écologique et énergétique aujourd'hui, et aussi, comme l'a dit Irina, un heureux alumni du MBA Mastery RSE IFG, Mastery pour management stratégique de la transition écologique et énergétique. Donc au quotidien, mon travail, c'est de m'efforcer d'éclairer les organisations sur ces nouveaux défis de durabilité, de mettre la voix pour les organisations dès leur premier pas, puis étape par étape, de les mettre sur la voie en les aidant à structurer et à coordonner leur transition. Donc, en fait, en résumé, j'interviens un petit peu comme un chef d'orchestre RSE aujourd'hui. Je passe la parole à Jamel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Jamel Akadi. Je suis également ravi de participer à ce webinaire organisé et animé avec Irina Harlock et Anne-Loc et Lionel Cadot sur le management responsable. Alors, concernant mon profil, j'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience en finance et en développement des managers et de cadres dirigeants au sein de grands groupes internationaux, que ce soit dans le secteur bancaire, le dernier, le retail, l'énergie et télécom. J'ai piloté des projets de transformation dans des environnements volatils, complexes et incertains, avec une forte culture managériale. Avec force de ces expériences variées, j'ai acquis la conviction que la performance d'une organisation ne peut plus reposer que sur les critères financiers pour avoir un impact positif. Cette performance financière doit également intégrer une dimension sociale et environnementale. Alors, comme Lionel, j'accompagne en tant que business partner les entreprises dans la définition et le pilotage de leurs programmes de transformation vers des modèles économiques et managériaux plus durables. J'interviens également, j'anime également des ateliers d'intelligence collective sur le management responsable. Voilà. Ça me concerne, Irina. Merci beaucoup, merci Lionel, merci Jamel. Alors aujourd'hui, on a choisi un sujet un peu provocateur, je dirais, management responsable, nice to have ou must have. Alors, pourquoi, première question, pourquoi ce thème-là? Pourquoi un management responsable? Est-ce que le management classique ne suffit pas aujourd'hui? Alors, Irina, je vais prendre. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le management doit aujourd'hui s'enrichir en s'inspirant du développement durable. Donc là, vous avez mis une planche, quelques concepts clés avant d'aborder le cœur du sujet sur le développement durable. Donc le graphique de gauche est intéressant, il est tiré d'un bilan qu'a fait l'ONU en 2018, un bilan qui visait à faire un petit peu le point sur l'avancement l'état d'avancement de l'atteinte des objectifs de développement durable, que vous devez connaître, qui avait été signé en 2015 sous l'égide de l'ONU. Vous avez deux axes sur ce graphique d'état d'avancement. Un axe d'un côté qui est en abscisse, qui représente finalement l'indice de développement humain. Et puis, vous avez un axe en ordonnée qui est un petit peu l'impact des différents pays sur l'environnement. Donc, comme on le voit en fait sur ce graphique, il n'y a aucun pays qui se trouve en bas à droite. Et donc, ça signifie qu'aucun pays ne parvient aujourd'hui à concilier finalement un développement humain, qu'il soit économique ou social, avec le respect de l'environnement. Certains pays font l'un, d'autres pays font l'autre, certains sont un petit peu au milieu, mais aucun ne parvient à faire les deux. Donc ça, c'était en 2018, donc ça fait un petit moment. Et en 2024, tous les ans, l'ONU, de toute manière, fait un bilan de l'atteinte de ces objectifs. Et en 2024, donc cette année, ils tirent aujourd'hui dans leur rapport la sonnette d'alarme en alertant que finalement, nous ne sommes toujours pas sur une trajectoire vertueuse. Et on est même sur une trajectoire d'échec. Je crois qu'on est aux alentours de 18% d'atteinte si on globalise l'ensemble des objectifs. Alors que finalement, ces objectifs doivent être atteints. Les États se sont engagés avec les sociétés privées pour les atteindre en 2030. Bref, en fait, en résumé, tous les pays et leurs organisations privées qui travaillent dans ces pays sont aujourd'hui, on peut dire, pas en voie de développement, mais en voie de développement durable.
Donc ça c'est voilà, c'est le bilan du développement durable aujourd'hui où on en est. Et puis à droite, vous avez plus une photo de notre environnement, de l'état de notre environnement, de notre planète, et de ses systèmes. Donc on appelle cette photo, pour ceux qui connaissent pas, les 9 limites planétaires. Et en fait, ces limites sont calculées par des experts internationaux, donc c'est du solide. Parmi lesquels, dans ces limites, on a les caractéristiques de l'eau, par exemple. On va trouver les changements d'usage des sols, pas simplement les équilibres des sols biochimiques. On va y trouver l'équilibre climatique. On parle beaucoup de dérèglement. L'état de la biodiversité. Je ne les passe pas toutes en revue, hein. Mais pour bien comprendre, en fait, ces limites représentent les seuils à ne pas franchir pour assurer la survie de l'humanité sur le long terme. Donc le long terme, c'est pas si loin que ça, hein. On peut dire que c'est maintenant à des horizons une centaine d'années, quoi, une centaine de siècles. On parle de ça. Donc le constat est que nous vivons malheureusement aujourd'hui une crise qu'on peut qualifier de sans précédent dans l'humanité, puisque 6 limites planétaires sont déjà dépassées sur 9 limites planétaires. Et en 2024, je disais il n'y a pas longtemps, nous sommes en train de dépasser la 7e limite planétaire. Le fait de les dépasser, c'est une chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on les a dépassés de plus en plus rapidement sur le dernier cycle. Donc c'est pour ça qu'on utilise aussi cette urgence, liée à cette urgence, le terme de transition. Car notre trajectoire, on va appeler ça trajectoire, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit publique, hein, nos gouvernants ou privés, finalement on parle de transition parce que la trajectoire actuelle traditionnelle n'est plus viable, soutenable sur le long terme. Donc, chers participants, Irida, qui dit transition, dit recherche de nouveaux modèles, hein. Vous ne me posez pas la question, hein. Peut-être voilà, les micros sont coupés en même temps, mais nouveaux modèles pour être plus efficaces, pour un mieux vivre finalement tous ensemble. Et un exemple, je vais passer à la slide suivante, merci Irina, un exemple de modèle de développement durable, hein, qui essaye de le représenter, c'est la fameuse théorie quand même assez connue de Keyworth, qui est une économiste, et qu'on appelle la théorie du donut. En fait, la théorie du donut n'est finalement qu'une représentation du développement durable, qui est parlante un petit peu pour tout le monde. Donc cette théorie, c'est celle que vous voyez à gauche. Et en fait, pour faire très simple, l'espace sûr et juste, on va dire, pour l'humanité et pour le développement, lui, il se situe dans ce que l'on mange, c'est-à-dire le donut. Et le donut, qui est l'espace sûr, se situe d'un côté à l'extérieur du donut, entre les limites environnementales qu'il ne faut pas franchir, et à l'intérieur du donut, là où il ne faut pas y aller aussi, là où il y a le trou du donut, au centre, c'est les limites sociétales. Donc finalement, dans sa théorie, et c'est pareil pour le développement durable, il faut essayer de trouver finalement, de rechercher cet équilibre permanent pour rester dans la zone verte de sûreté du donut. Donc vous voyez, il y a déjà cette notion d'équilibre à trouver demain. Alors vous pourriez me dire, tout ça c'est bien joli, mais en quoi l'entreprise doit évoluer? N'est-ce pas plutôt finalement aux consommateurs ou même à nos gouvernants, à l'État, hein, de voter des lois pour finalement remettre l'église au milieu du village? On pourrait penser ça. Donc pour répondre à cela, je vous propose le concept qui est illustré ici par le triangle, qu'on appelle le triangle de l'inaction. Donc c'est un triangle qui est assez connu, vous le trouverez assez facilement, notamment qu'on utilise dans des ateliers pour faire comprendre l'importance de passer à l'action aujourd'hui. Donc ça signifie quoi ce triangle? Les politiques, en fait, que vous trouvez en haut vont vous dire ce sont aux entreprises d'agir. Les entreprises ont les ressources, hein, finalement, financières, matérielles, et donc, voilà, ça pourrait être à elles d'agir. Les entreprises, elles, du coup, qui vont avoir à répondre à ça, vont dire, oui, mais c'est aux politiques d'agir, hein, parce que
Si nous, on est les premiers à passer à l'acte et à s'engager de manière vraiment forte, si les autres entreprises ne le font pas, on va perdre des avantages compétitifs, on va perdre en rentabilité. Donc pourquoi on serait les premières à bouger, et qui bouge en premier? Et puis l'État et les entreprises vont dire aussi que c'est finalement aux citoyens, c'est eux qui font la demande en produits et en services. Donc pourquoi bouger, pourquoi légiférer si finalement les citoyens n'éprouvent pas, n'expriment pas une certaine demande. Et dans ce cas-là, s'il y a la demande, on les accompagnera. C'est un peu la poule, l'histoire de la poule et de l'œuf. Et puis les citoyens, bah, si on fait ce débat, moi je le fais en atelier, c'est souvent assez intéressant, ils vont dire, bah oui, mais nous, en tant que citoyens, on a un pouvoir finalement qui est assez faible. Donc c'est pas nous finalement le plus grand levier d'action et d'impact. Donc on voit bien que par rapport aux défis à relever, même sans donner de chiffres, ça peut pas marcher comme ça. Si tout le monde se renvoie la balle, ben on est vraiment dans ce triangle de l'inaction. Et qui plus est, ben finalement, c'est absolument contradictoire avec les chiffres quand on regarde un petit peu plus de près, puisque oui, les entreprises ont bien un rôle à jouer, au même titre que les institutions et les citoyens. Tout ça, en fait, regarde de plus près avec des chiffres et avec des facts, des faits, et très, très connectés. Les citoyens sont tantôt dans l'entreprise, hein, faut se le rappeler. D'autres fois, ils vont être à utiliser nos institutions. N'oublions pas non plus que les entreprises détiennent aujourd'hui 60% des richesses de la puissance financière mondiale. Hein. Donc les moyens sont aussi au niveau des entreprises. Et si on prend un exemple vraiment très connu du dérèglement climatique, eh ben, si vous reprenez les ordres de grandeur, vous verrez que finalement, l'empreinte est très très partagée entre les institutions publiques, entre les sociétés privées et entre les citoyens. Et qu'il y a finalement des liens, finalement des recoupements entre toutes ces parties. Très bien, Lionel. Alors, merci pour ce rappel des notions clés sur le besoin de la transition. La question qui vient chez moi, mais je pense aussi chez notre public, en quoi ça change au niveau du management? Alors oui, on y vient. Tout ça, c'était pour planter un petit peu le décor pour pouvoir répondre finalement à cette question. Donc, on va parler de RSE maintenant. Je vais changer de slide. Donc, la RSE, c'est important d'en parler maintenant parce que cette RSE, la responsabilité sociétale ou sociale d'une entreprise, elle fait le pari ambitieux de faire rentrer des principes plus soutenables de nos activités, de notre économie dans l'entreprise, en proposant finalement d'équilibrer, ce qu'on voit sur le schéma, le respect de l'humain, le respect de l'environnement et finalement un développement économique. Parce que quand on parle de développement durable, on parle de développement économique. Hein, on n'a pas tiré un trait sur le développement économique. Bref, elle fait rentrer cette RSE, le développement durable, dans l'entreprise. Voilà. Si vous devez retenir quelque chose, c'est ça. Sauf qu'on a vu que les caractéristiques du développement durable, sont quand même très différentes de l'économie traditionnelle. On n'est pas rentré dans les détails, mais cette économie traditionnelle qui prédomine depuis les révolutions industrielles, on peut le dater des années 1800-1850. Et donc, si on résume un peu l'économie traditionnelle, c'est finalement, je fais du marketing et de la communication sur des produits que je vends déjà, que je vais vendre. Je vais produire mes biens et mes services, et puis je vais les vendre, enfin j'espère les vendre, et puis si je les vends, une fois qu'ils sont utilisés par mes clients, ils vont être jetés, et ainsi de suite. On entretient une certaine pompe comme ça qui est sans fin. Donc si on résume voilà, tout ça, la gouvernance d'entreprise en termes d'impact, d'implication, c'est-à-dire le management de l'organisation,
on voit bien qu'avec le développement durable, il va devoir appréhender ces nouveaux enjeux, finalement, qui sont des enjeux sociétaux. Il va devoir en fait se projeter sur les implications de ces enjeux de développement durable pour l'entreprise et savoir un petit peu comment on fait pour les prendre en considération pour gouverner, bien entendu, et pour emmener finalement son collectif, le collectif de l'organisation, vers la réussite. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il en va de la pérennité des organisations maintenant. On a vu qu'on n'avait pas un temps infini pour mettre tout ça en place. Au risque, si on ne le met pas en place, de se faire happer soit par les réglementations, qui sont en pleine accélération, soit par des problèmes d'image, parce qu'on ne sera pas vertueux, dans un sens ou dans un autre, environnemental, sociétal. Les produits vont probablement moins se vendre ou plus du tout. J'accompagne des étudiants qui font leur mémoire sur l'impact, bien entendu, de la mise en place de la RSE dans l'agroalimentaire et dans l'alimentaire. L'impact est de plus en plus présent quand on interroge les citoyens. Ils font leur choix sur des critères comme ça, de plus en plus. Et puis, finalement, avec le temps, l'entreprise risque de ne plus être financée non plus dans ces projets. Parce que les financeurs vont regarder ces aspects-là. Donc, on voit que ça impose d'intégrer tout ceci et d'évoluer sur le plan stratégique, déjà, des organisations. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que le management responsable va déjà s'appliquer à cette notion au niveau de la stratégie même, à la tête de l'organisation. C'est vraiment le message. Donc cette direction stratégique, c'est aussi aligné ce que l'on va appeler, Jamel vous en reparlera, une raison d'être. Une raison d'être. Prenez les deux mots séparément. Et donc, en fait, qui symbolise ce que va apporter l'entreprise finalement à la société. Quelle est son utilité sociétale à cette organisation? C'est quand même pas anodin. D'accord. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, là, tu nous parles au niveau très macro, au niveau de la stratégie de l'entreprise. Mais qu'en est-il du management de proximité? Alors, tout à fait, Irina. C'est normal qu'on aborde maintenant ce sujet-là. Donc, on a vu, on a posé le contexte du développement durable, de la RSE. On a vu que la stratégie va devoir évoluer pour rester compétitif. Et puis maintenant, le management de proximité. Donc, mécaniquement, je dirais que c'est indispensable de mettre en cohérence, finalement, la composante stratégique, c'est-à-dire la direction symbolisée par cette raison d'être, cette mission de l'entreprise, avec la mettre en relation avec des managers d'hommes et de femmes qui vont les relayer, ces trajectoires vertueuses, donner le sens de la démarche. Pourquoi on va dans ce sens-là, un peu comme je l'ai fait là, puis développer finalement cette culture au sein des équipes, parce que c'est quand même quelque chose de très nouveau. Alors moi, j'ai beaucoup parlé là pour poser le décor, et donc je vais passer la parole à mon collègue Jamel, confrère, qui connaît très très bien ce sujet et qui est tout autant passionné et qui va vous expliquer cet aspect des choses. Merci Lionel pour ton intervention. Effectivement. Alors, pourquoi devenir un manager responsable? Je vous l'ai indiqué dans la slide, je vais revenir rapidement parce que Lionel a quand même pas mal débroussaillé l'aspect développement durable et l'impact de notre environnement. On est passé d'un environnement VUCA à un environnement aujourd'hui qui s'est accéléré. Alors, on l'appelle aujourd'hui vanille, famille, j'y reviens. En vue de VUCA, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça veut dire on est passé dans un environnement volatile, qui est incertain, complexe et ambigu, mais dont l'accélération des crises à répétition nous emmène vers un environnement encore plus fragile. On est passé de cet environnement volatile à un monde plus fragile, d'un monde incertain à plus anxiogène. Cet environnement complexe est devenu non linéaire, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les impacts, les causes et les conséquences de nos actions. Et enfin, on est passé d'ambigu à incompréhensible. Donc ça, c'est le premier élément qu'évoquait sur le plan macroéconomique qu'évoquait Lionel juste à l'instant. Alors, comme le rappelait également Lionel, on a aussi une pression, la pression sur la planète s'est accélérée avec,
comme il l'a rappelé, donc nous avons dépassé quand même presque 7 limites planétaires sur le total de l'âge. Je ne reviens pas en détail. Bon, je vous ai mis quelques exemples. 1, le changement climatique. 2, l'effondrement de la biodiversité. 3, les tensions sur les ressources naturelles, la pollution des écosystèmes notamment, et sans compter l'accroissement des inégalités. On constate aussi, et les gouvernements ont commencé à réagir, que ce soit au plan international, européen et national, pardon, et on constate une évolution rapide de la réglementation sur le développement durable. Alors je ne vais pas revenir sur tout l'historique, mais j'ai pris quelques dates clés. On a commencé par le Pacte mondial des Nations Unies en 2000, la loi NRE sur les régulations économiques en 2001, les lois Grenelle, la norme ISO 26000, très structurante en 2010, qui est une norme internationale. Les objectifs de développement durable, je vais y revenir, en 2015, qui ont été développés par les Nations Unies, le devoir de vigilance en 2017, la loi Pacte en 2019, qui a modifié un des articles importants du Code civil, l'article 1833, et 2 directives européennes, l'une sur la CSRD, qui est le reporting extra-financier, en 2022, et ce qu'on appelle la CS3D, donc la directive donc, sur le devoir de vigilance, en 2024. Alors, vous voyez, donc une accélération également de la réglementation, compte tenu de ce degré d'urgence. Là-dessus, s'en rajoute également des labels. On voit énormément de labels fleurir dans le monde du développement durable. Je pense à des labels généralistes. Je pense notamment au label de la FNAR, par exemple, engagé RSE, le label Bicor, que certains doivent connaître, le label Lucie, le label Positive Compagnie. Ça sont des labels génériques. On voit aussi apparaître des labels sectoriels qui impactent certains secteurs d'activité, comme la santé, par exemple, le BTP. On a même des labels thématiques. Je pense à certains d'entre vous doivent connaître, c'est ce qu'on appelle par exemple le label Great Place to Work. Donc tous ces labels également viennent renforcer un peu cette volonté à la fois de se donner une trajectoire, des objectifs, des plans d'action, et d'assurer une comparabilité entre les différentes entreprises pour qu'elles se sentent plus vertueuses. Et bien entendu, on peut parler aussi d'écologisme. Compte tenu de ce contexte, se retrouvent ensuite les collaborateurs. On n'a jamais eu autant, et quand on voit les études, j'en ai vu encore une récente du MEDEF, une recherche de sens de la part des collaborateurs depuis le Covid. Et en même temps, nous avons un fort besoin de personnaliser la relation managériale. Pourquoi est-ce qu'on a plusieurs générations, déjà avec cette recherche de sens, et donc d'engagement, et en même temps, on a plusieurs générations qui cohabitent au sein d'entreprises, et dont leur objectif, l'objectif du manager sera bien entendu de personnaliser cette relation managériale de façon à pouvoir les engager et surtout les garder dans l'entreprise. Voilà en conséquence un peu tous ces éléments. Et qu'en est-il par rapport à ça? Eh bien, effectivement, se pose la question de la raison d'être de l'entreprise. Lionel en a parlé rapidement. Qu'apporte l'entreprise à la société? Ça, c'est un vrai sujet. Quelle est son utilité sociale? Alors, on ne parle pas de greenwashing, bien entendu, c'est pas ça le point, mais à un moment donné, au-delà de la performance financière, et de permettre à l'actionnaire de toucher des dividendes, se pose la question également de l'impact social et sociétal, donc ce qu'on appelle l'impact positif sur l'environnement que peut avoir l'entreprise. Donc sa raison d'être, sa mission qui en découle, et sa performance financière, bien entendu, implique également donc de revoir un peu, bien entendu, sa performance extra-financière, et c'est impacté par la nouvelle directive CSRD qui est sortie en 2022, qui oblige les grandes entreprises aujourd'hui, et ça va être progressif, et ça va impacter 50 000 entreprises en Europe, de revoir un peu leur performance extra-financière. Et enfin, bien entendu, c'est le référentiel de management des entreprises devra être revu à l'aune de tous ces éléments. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur le contexte. Alors, là, je vous ai fait un rappel rapide, parce qu'on voit bien que cet environnement, comme il a évolué, qui est devenu incertain, qui est devenu incompréhensible, mais il faut quand même une boussole. Et cette boussole, ce que l'on nous propose, c'est effectivement ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, qui ont été développés par le pacte de l'ONU en 2015, où plus de 190 pays, 193 de mémoire, ont signé ces objectifs. L'idée, bien entendu, c'est que ce soit ensuite relayé au niveau national et au sein des entreprises, qui sont un des acteurs majeurs de la transition. Compte tenu de ce degré d'urgence,
Bon, je rappelle rapidement que les objectifs de développement durable sont à constituer pour les entreprises un plan d'action pour la paix, l'humanité, la planète et la prospérité, avec un horizon, une trajectoire qui est 2030. Ça permet aux entreprises de fournir des valeurs et une vision qui leur permettent ensuite d'apporter une contribution significative à la résolution des enjeux les plus urgents. Et comme vous pouvez le constater, je vous les ai mis là, ces objectifs de développement durable sont au nombre de 17. Ils constituent une trajectoire à l'horizon 2030, comme je l'ai indiqué, et ils sont répartis globalement en quatre thématiques. L'une concerne le respect des droits de l'homme, la seconde thématique concerne le respect de l'environnement, la troisième thématique concerne le respect des normes internationales de travail, et enfin la lutte contre la corruption. On est dans une logique un peu, certains parlent de people, profit, people, planet, profit. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur cette boussole auquel les entreprises, et de plus en plus d'entreprises, bien entendu, essayent de s'y rattacher à travers leur développement et leur raison d'être. Alors, qu'en est-il maintenant de ce manager responsable? Comment va-t-il évoluer? Comment il émerge au sein de l'entreprise dans ce nouveau contexte? Alors, j'ai une citation qui est « Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même » de Mokhtar Rekiel. Et cette citation, en fait, montre que le manager responsable est d'abord quelqu'un qui cherche d'abord à se connaître. Et dans la slide suivante, celle d'après, je vous ai mis je suis un peu trop vite, sur la slide précédente, je vous ai mis un peu j'ai fait un peu la comparaison entre le manager traditionnel et le manager responsable. Qu'est-ce qu'on voit dans le manager traditionnel? Commençons par lui. C'est un manager qui évolue dans des organisations très pyramidales. Et il est plutôt un relais de la hiérarchie, et il est dans un rôle, ce qu'on appelle classiquement de command and control, c'est-à-dire je donne des instructions, et ensuite je donne la solution. Et je suis bien sûr la réalisation des instructions. Alors, c'est un manager qui connaît ses forces. Il se connaît ses points forts, puisqu'il a évolué, il est devenu l'expert des experts quelque part. Par contre, il travaille moins sur ses faiblesses, sur ce qu'on appelle ses points de vigilance. Il donne des instructions, il conseille, il dit ce qu'il faut faire, et souvent il donne la solution, en disant qu'il devrait faire ci, qu'il devrait faire ça, parce que ça marche, je l'ai vu dans le passé, mais c'est le passé. Et bien entendu, il est focalisé sur le résultat immédiat, parce qu'il a sa pression de la hiérarchie, et il s'appuie essentiellement sur des données quantitatives, les fameux KPI qu'on connaît tous. Il s'appuie sur son autorité, sur son titre, et il est surtout à l'écoute de sa hiérarchie. Ça, c'est vraiment le rôle du manager traditionnel, tel qu'on peut le voir dans ces organisations pyramidales, telles que je le citais. Et de l'autre côté, émerge ce nouveau manager responsable, puisque les entreprises elles-mêmes se rendent compte qu'elles doivent avoir un impact positif sur l'environnement, que la performance financière ne suffit plus. Si elles veulent développer leur image employeur, si elles veulent effectivement attirer des investisseurs, si elles veulent répondre à la réglementation. Et donc, elles doivent revoir à l'aune de tous ces éléments, toutes ces contraintes, tous ces enjeux, donc leur référentiel de management. Et là, le manager responsable, il va jouer plutôt un rôle de développeur de talent. C'est-à-dire qu'il va quelque part s'effacer au profit de son équipe. Il va la responsabiliser. Là, il connaît bien ses forces et surtout ses points de vigilance. Et il accepte, il en est conscient. On a tous des points de vigilance, il en est conscient. Et il va travailler dessus. Alors, c'est quelqu'un qui va questionner, qui va écouter, qui va pratiquer l'écoute active, qui va faire du feedback. Généralement, on parle de manager coach pour ces éléments-là. Il va surtout responsabiliser ses équipes et les faire progresser dans la durée. Et pour ça, il s'appuie essentiellement sur ses qualités, bien entendu sur ses compétences, mais aussi sur ses qualités interpersonnelles, dans la mesure où il aura eu l'opportunité de développer son intelligence émotionnelle, son intelligence de situation. Et enfin, le dernier point, last but not least, il est aussi à l'écoute de ses parties prenantes. Pas uniquement sa hiérarchie, mais également ses parties prenantes internes et externes à l'entreprise, qui impactent sa mission et sa fonction. Et ça c'est un élément nouveau également à considérer, c'est-à-dire que quelque part, il est régulièrement en veille avec l'extérieur, il est connecté avec l'extérieur, il est en... Voilà ce que je peux dire sur le manager responsable et son évolution par rapport au management traditionnel. Et je vous ai mis dans la dernière slide, et c'est plutôt un jeu de questionnement que je vous renvoie, plutôt que des affirmations. C'est
Posez-vous ces questions-là dans le poste que vous occupez, ou dans le futur poste que vous allez occuper en fonction. Le premier sujet, c'est comment vous appréciez le contexte et les enjeux de durabilité qui impactent votre organisation, votre fonction. Est-ce que vous connaissez la raison d'être de l'entreprise, ses missions, ses valeurs, ainsi que sa stratégie en matière de développement durable? Êtes-vous conscient de votre responsabilité élargie, c'est-à-dire, en d'autres termes, votre responsabilité à votre niveau, votre responsabilité au niveau de l'équipe, votre responsabilité au niveau de l'organisation et votre impact sur l'extérieur, sur le monde qui vous entoure. Comment vous donnez du sens à votre mission, tout en impulsant le changement, parce que le manager responsable, c'est également un agent de conduite de changement au service d'une transformation de l'organisation. Comment faites-vous preuve d'exemplarité dans l'exercice de votre mission? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'exemplaire? Est-ce que vous faites ce que vous dites et est-ce que vous dites ce que vous faites? Je suppose également la notion de transparence. Comment faites-vous pour fédérer et responsabiliser vos équipes? Est-ce que vous êtes plutôt dans le micromanagement ou est-ce que vous donnez les outils à vos équipes pour se développer, répondre aux problèmes et traiter les sujets? Comment vous mobilisez vos parties prenantes? Déjà, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les avez cartographiées? Et deux, trois, comment vous les mobilisez dans le cadre de vos actions, dans le cadre de l'exercice de vos missions? Et enfin, comme je vous l'ai dit précédemment, comment vous influez, votre écosystème étant perpétuel mouvement, on est dans un contexte d'incertitude, comment vous influez votre écosystème? Comment vous évoluez dans votre écosystème? Alors voilà un peu les questions que l'on pourrait se poser, que je vous renvoie d'ailleurs, c'est plutôt à titre d'échange, et pour devenir un manager responsable. Alors, par rapport au programme que Irina aura l'opportunité d'en parler plus en détail, l'expérience d'apprentissage que nous vous proposons dans le cadre pour passer du manager traditionnel au manager responsable, c'est une expérience d'apprentissage qui est basée sur la règle assez traditionnelle qu'on appelle la règle des 70-20, c'est-à-dire 70%, là, on demande aux participants d'être impliqués dans des mises en situation, dans de l'expérience, de la pratique, ce qu'on appelle on the job. 20% sont plutôt de l'interaction, ce qu'on appelle l'échange et le partage entre participants, entre pairs, du partage d'expérience. On en a tous besoin. Et enfin, les 10% qui restent sont plutôt des apports théoriques, des concepts que l'on sera amené à vous proposer, à vous apporter, tels que, comme évoqué Lionel tout à l'heure, la théorie du Lionel, les limites planétaires et j'en passe. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur le management responsable, et bien entendu, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Je passe maintenant la main à Irina. Donc, merci beaucoup. Merci Jamel. On a pas mal de questions dans le chat, mais effectivement, je voulais d'abord dire 2-3 mots. Si je comprends bien de votre présentation, parce que si on veut devenir manager responsable, on doit d'abord faire en quelque sorte un travail réflexif sur soi-même, donc se poser les questions que vous avez mis tout à l'heure et peut-être pas juste se les poser, mais écrire même les réponses à ces questions pour avoir un peu sous les yeux l'état des lieux où on en est aujourd'hui. Et donc l'étape suivante serait se former. Est-ce que j'ai bien compris le sens de cette présentation? Donc effectivement, à l'IFG, nous faisons aussi de notre mieux pour contribuer, pour participer à cet effort de transition écologique. Et en plus de notre offre classique de formation longue, donc des MBA, Executive MBA et RSE, nous avons développé une nouvelle offre qu'on appelait la collection responsable, composé de 2 niveaux, donc le niveau fondamentaux et le niveau spécialisation. Donc au niveau des fondamentaux, on aura un module qui s'adresse vraiment à tout public pour sensibiliser tout salarié d'une entreprise à l'importance de la RSE, à ce que ça représente pour l'entreprise, de ses défis et mesures d'impact. Et la deuxième formation qui s'adresse plus à des personnes en charge de la mise en place de la RSE au sein de l'entreprise, et donc c'est mise en place de la démarche. Donc c'est une collection de modules courts de 2 jours. Chaque module dure 2 jours. Donc évidemment, ça ne permet pas d'aborder tous les aspects de la démarche, mais ça permet d'avoir des outils concrets pour l'initier, pour se mettre en marche et appliquer des actions concrètes. Au niveau du module de spécialisation,
on aura le manager responsable et celui qu'on a introduit par le webinaire d'aujourd'hui. Alors, qui est le manager responsable? Pourquoi il faut être manager responsable, mais surtout commun? Et je pense que notre public aujourd'hui, vous pourriez commencer peut-être à faire, donc si cette formation vous intéresse, à réfléchir aux questions proposées par Jamel avant de venir à la formation. Nous aurons aussi 2 modules de spécialisation sur les achats responsables et sur les pratiques RH responsables. Aujourd'hui, je pense que le service achat et le service RH, et vous me dites si je me trompe, sont probablement au cœur de cette transition et ce sont 2 services qui sont très importants pour la mise en place d'une démarche RSE réussie. Donc voilà, 5 modules en tout, pardon. Plusieurs dates qui sont déjà disponibles pour les modules de spécialisation. Les dates pour les fondamentaux seront aussi bientôt disponibles. Je ne passe peut-être pas plus de temps là-dessus et je vous propose de passer directement aux questions. On en a beaucoup dans le chat et je voudrais commencer par le premier qui a été posé au tout début. Peut-être qu'on a partiellement répondu à cette question, mais revenons-y. Comment intégrer les limites planétaires dans les décisions stratégiques de l'entreprise? Donc, vous en avez beaucoup parlé, vous avez présenté ces limites. Vous avez fait en état des lieux. Comment on fait concrètement pour les intégrer dans les décisions stratégiques de l'entreprise? Je ne sais pas, Lionel, pour commencer. Oui, je peux prendre de là. En fait, c'est pas une question si difficile qu'il me paraît, je pense. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on développe dans le module des fondamentaux. Il y a toute une trame, finalement, un cadre éthique et réglementaire international qui s'est tissé depuis ces 3-4 dernières années. Et finalement, c'est pas le manager de proximité qui va intégrer finalement les implications, les impacts, les risques, les dangers de ces limites planétaires dans sa stratégie. C'est quelque chose en fait qui est fait à haut niveau, bien entendu. Il y a peut-être ici des DG, des PDG, des personnes en fait qui peuvent avoir un impact sur ces décisions-là. Ça va se faire au niveau des commissions, notamment internationales. Ça va se faire par des relais européens, des fédérations de secteurs. Et derrière, des trajectoires vont être déterminées. Pour le dérèglement climatique, par exemple, vous avez des trajectoires qui ont été fixées par l'ONU. Ça fait couler beaucoup d'encre sur le SBTN. Et en fait, ces trajectoires, pour ne pas arriver aux limites planétaires, parce qu'on se mettrait tous en danger, elles sont, ce qu'il faut comprendre, définies sur des faits. Et on a un objectif pour ne pas les dépasser. Et comment on fait pour ne pas atteindre cet objectif de dégradation de l'environnement sur le climat, la biodiversité, etc. Et donc, en fait, ces limites à ne pas franchir sont déclinées derrière en résultats. C'est-à-dire que derrière, il y a des objectifs en termes d'émissions, en termes de tonnes de carbone à ne pas dépasser. Et ces objectifs vont être déclinés vers les différents États, qui vont eux-mêmes les décliner soit directement vers les entreprises, soit c'est les entreprises qui vont être contactées par leurs représentants de secteur, c'est-à-dire les syndicats professionnels, pour mettre en œuvre ces trajectoires. Et puis pour faire du reporting sur où ils en sont. Donc voilà, c'est une réponse un peu macro, mais voilà grosso modo comment ça se passe. Et toute la trame réglementaire internationale aujourd'hui est de plus en plus, pour certaines déjà en place, et sinon pour le reste, de plus en plus en train d'être assise pour que les entreprises s'impliquent et réduisent le risque d'atteindre l'ensemble de ces limites planétaires. Sachant que là, on est déjà, comme je vous l'ai montré, dans une tentative d'essayer de les faire régresser, parce qu'on les a dépassés. Alors, une autre question peut-être
aussi plus pour toi et après on passera à des questions plus pour Jamel sur plus concret sur le management. Okay. Il y a une question aussi sur la mise en place des initiatives RSE. Donc, une des participantes demande comment on peut améliorer la perception des initiatives RSE qui sont souvent mal perçues par les collaborateurs qui voient un outil de communication à l'externe et pas une vraie action, un vrai engagement de la part de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'en pense plein de choses. Alors, pour faire court, je vais essayer de faire court. Une démarche RSE, elle déploie finalement les principes du développement durable. Donc, elle doit être trois choses. Elle doit être efficace, sincère ou authentique. Elle doit être transparente. En fait, la première chose à faire dans une démarche RSE, c'est pas de communiquer. C'est déjà de mettre en place le cadre et pour que derrière, elle soit efficace et qu'elle ait un impact. Après, on peut communiquer. Et en fait, communiquer, c'est super et embarquer les équipes, ça se fait naturellement à partir du moment où on l'a expliqué, on les a embarqués dès le début et on est sincère. Et comme je le présentais c'est peut-être un peu macro, mais c'est vraiment ça, au début, c'est que il faut déjà que la stratégie soit saine par rapport à l'objectif de l'entreprise, par rapport à la raison d'être en termes d'utilité pour la société, pour que derrière, les équipes y voient le sens et puissent être embarquées. Sinon, c'est beaucoup plus difficile. Donc, voilà comment on peut embarquer les équipes. Ouais, tout est dans la raison d'être et ça, vous étiez tous les deux à insister là-dessus. Alors, il y a une question que moi-même, je me suis posée assez rapidement quand on a commencé à discuter de cette thématique. C'est qu'est-ce qu'on fait si on est finalement, si on est dirigeant de l'entreprise, mais si on est manager, on manage des équipes. Voilà, je lis la question. Si le top management a une vision stratégique de rentabilité très court terme, comment le middle management peut faire quelque chose et à quel prix? Jamel, peut-être? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, quand je lis la question, je me rends compte qu'en fait, on est dans une approche top-down. Je crois qu'aujourd'hui, si vous êtes dans l'entreprise, si on est un manager responsable, il faut être aussi dans une approche à ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire les initiatives viennent du terrain. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises dans lesquelles on a beaucoup d'initiatives qui sont organisées, que ce soit à travers des cercles, à travers et informels, c'est même pas du tout organisé par l'entreprise, mais qui deviennent quelque part un peu qui ont la volonté, si vous voulez, de répondre à certains enjeux ou d'alerter l'entreprise sur les enjeux de mixité, de diversité, de handicap, par exemple. Si on prend la partie sociale, mais également sur des enjeux, sur des enjeux, plus économiques, donc extra-financiers. Donc ça n'attendez pas uniquement je dirais le feu vert de la direction générale. Après, ce que je peux vous dire également, et c'est ce que je le vois de plus en plus à travers l'entreprise que je suis et le monde dans lequel je viens, il y a de plus en plus une pression des parties prenantes à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que la RSE, c'est plus un nice to have, puisque c'est un peu le titre de notre intervention, notre webinaire. C'est qu'en fait, il y a de plus en plus de pression externe. Je peux prendre des exemples. Si l'entreprise a une image employeur qui est dégradée, sa capacité à intégrer, à recruter du monde, des jeunes collaborateurs ou ceux qui restent à les engager, va être extrêmement compliquée. La même chose sur les financements. Si l'entreprise a des projets qui ne sont pas alignés, que ce soit avec les ODD ou des enjeux extra-financiers, je peux vous dire que les financiers aujourd'hui, le financement de manière générale, est ce qu'on appelle fléché dans le jargon, c'est-à-dire très orienté vers des indicateurs extra-financiers où les entreprises doivent rendre des comptes. Et donc, l'accès à ces financements, voire la rémunération de ces financements, est quelque chose de plus critique. Il y a également la pression de la part des entreprises lorsque l'entreprise va répondre à des appels d'offres. Elle va être elle-même obligée, dans le cas des cahiers des charges, de répondre à ces contraintes extra-financières. Et puis enfin, le dernier point, alors c'est une contrainte que certains voient aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle
le reporting extra-financier tel qu'il est imposé par la CSRD, hein, qui est une directive européenne qui impose à les entreprises, aux grandes entreprises aujourd'hui, puis progressivement, donc sur plusieurs années, 3-4 ans, aux 50 000 entreprises de la région de la communauté européenne, et bien de répondre à des enjeux extra-financiers et de donner à la fois des KPI, mais également des trajectoires sur l'aspect extra-financier. Donc tout ça fait qu'il y a une vraie volonté de renforcer cette dimension-là. Et un dernier point auquel je voudrais également insister, c'est la rémunération. C'est-à-dire que de plus en plus, je note que le management, à la fois les dirigeants, et ça descend maintenant au niveau du management, vont être incentivés sur une partie de leurs incentives sur la partie extra-financière. Et donc ça c'est des choses qui bougent, qui évoluent, et on est dans des ordres de grandeur qui peuvent devenir significatifs. Et ça, c'est également un enjeu, c'est des choses qui vont être amenées à transformer les futures entreprises. Voilà. Merci. Alors très intéressant. Je pense que effectivement ça donne une réponse assez claire à la question. Et on a Christine, bon, qui est aussi une alumna de Maastricht que je salue, qui nous pose la question et je la trouve finalement juste sa reformulation. Hein, il demande si le manager responsable, c'est pas un leader responsable qui met en œuvre des pratiques de gestion éthique, sociale et environnementale pour créer une valeur à long terme pour l'entreprise et ses parties prenantes. Et donc, elle a bien mis un capital leader. Est-ce qu'un manager responsable doit être un leader? Je peux prendre la question si Vas-y. Alors, effectivement, c'est une belle formulation. On ne peut pas être ce que je veux dire par là, c'est que le leader, c'est la vision ultime du management responsable. Il faut d'abord être manager pour pouvoir devenir un leader responsable. Et effectivement, le leader, il se caractérise par plusieurs choses. D'abord, une vision, donc une vision engageante, hein, qui a la capacité d'engager à la fois ses parties prenantes, ses collaborateurs, ses équipes, ses différents acteurs, et également ses parties prenantes externes. Donc ça c'est un premier sujet. C'est quelqu'un également qui est dans l'humilité, dans la confiance, dans la responsabilité. Et c'est cette culture qu'il va insuffler, cette vision qu'il veut porter, et bien entendu, il va effectivement la faire circuler au sein de l'organisation, et un de ses relais sera un manager responsable. Voilà un peu je vous rejoins, il y a des notions d'éthique, des notions sociales et environnementales. On parlait de créer de la valeur à long terme, tout à fait, on n'est pas dans le court terme, mais enfin, pour l'entreprise et ses parties prenantes, effectivement, et dans ce cadre. Je rejoins. Merci beaucoup. Alors, une question peut-être plus pour Lionel. On a dit, je pense qu'on peut voir assez clairement, et vous avez insisté là-dessus, mais c'est aussi assez clair, l'aspect sociétal de l'action de ce manager responsable. Le manager qui prend soin de son équipe, qui leur permet de s'épanouir, de grandir, d'aller plus loin, etc. Donc, pour l'aspect social, c'est clair. La question que nous pose Betty, c'est en quoi un manager responsable contribue à sauver la planète? Quel est dans cette action responsable, qu'est-ce qui va permettre finalement de contrer le dépassement des limites planétaires? Des choses. C'est Betty, c'est ça? Oui. Bonjour Betty. C'est une très bonne question. Et en fait, ce qui est important, c'est le terme contribuer. C'est souvent ce qu'on dit quand on accompagne les organisations. Vous n'allez pas sauver le monde de manière individuelle et tout seul avec nous. C'est aujourd'hui, la complexité est telle et le niveau d'engagement pour relever les défis qui s'annoncent pour nous tous fait que c'est collectivement tout le monde, comme je le disais, les citoyens, les managers dans l'entreprise, les structures privées surtout, et le public qui doivent agir de concert pour changer la donne. C'est aussi complètement interconnecté avec le côté sociétal. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas relever les défis, par exemple, du dérèglement climatique sans gérer les inégalités dans le monde. C'est pour ça qu'il y avait 17 au début. Alors, comment le manager peut contribuer? Une organisation, ce que je dis souvent, c'est ce qu'on vous demande, c'est de faire votre travail. C'est de balayer devant votre porte. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'impacts. Vous avez généré une certaine empreinte, qu'elle soit climatique,
qu'elle soit de biodiversité, qu'elle soit de pollution, qu'elle soit sur les sols, peu importe. Cette empreinte-là, elle est existante et on a vu, hein, on a une échéance, c'est résoudre faire en sorte que ces limites ne soient pas atteintes. Et donc, en fait, il faut que chaque organisation fasse son travail et mette les moyens en place pour qu'elle ait fait au moins son travail. Si elle fait plus, tant mieux. Le manager là-dedans, bah lui, c'est pareil. Il faut qu'il soit un acteur idéalement passionné, actif et efficace pour mener son organisation à faire les choses et avoir un impact sur les objectifs qui s'est fixés. C'est quelque chose qu'on développe dans le module aussi. Ça peut se faire que s'il a une bonne vision de la stratégie de son entreprise. Il faut espérer que la stratégie de son entreprise est positionnée correctement pour avoir l'impact nécessaire pour que l'entreprise fasse son travail au bout du compte et dans un timing qui soit celui du timing scientifique et du temps qui nous reste. Donc ce manager responsable, bien entendu, hein, ça rejoint ce que disait Jamel. Dans les entreprises, il n'y a plus besoin de moutons. Et les entreprises, des yes men, comme ils appellent les anglo-saxons. Ils ont besoin de gens qui leur remontent les problématiques, qui ont une vraie parole ouverte, authentique et sincère pour améliorer les choses. Donc si la stratégie est bien construite, si le manager est un bon manager, avec tous les attributs, qu'il a bien compris les enjeux du développement durable, quand il voit la stratégie arriver, il sait l'expliquer et il sait ce qu'il faut mettre en place à son niveau de responsabilité, il saura aussi embarquer les équipes, ça fait partie de ses compétences. Donc c'est exigeant d'être manager responsable. Déjà, d'être manager, c'est extrêmement exigeant, mais ça le devient encore plus avec le contexte. Et donc, du coup, le manager responsable sera à son niveau contributif pour, entre guillemets, sauver plutôt l'humanité que la planète, parce que la planète existera même si l'humanité n'existe plus. Voilà ma réponse. Merci Lionel. Jamel, tu veux compléter ou je passe à la question suivante? Non, ce que je note aussi, je vois de plus en plus d'entreprises à mission. Vous savez, donc, la loi Pacte de 2019 a modifié le Code civil, l'article 133, en précisant que maintenant les actionnaires, des personnes se réunissent non pas pour créer une société et faire des profits, mais également tout en respectant l'environnement social et environnemental. Et ça, c'est très important, hein, c'est clair. Et vous avez donc, et cette loi Pacte a également décidé de créer des entreprises à mission, c'est-à-dire où elles rappellent leur raison d'être, où elles ont des comités mission, hein, et ça également va dans ce sens, en fait, de responsabilisation à la fois des équipes et des dirigeants. Voilà, je vais faire cet aparté sur entreprise à mission. C'est un phénomène en accélération, et ça gagne aussi bien les entreprises que les PME, PMI. On aurait tellement de choses à dire, on pourrait débattre de ça. C'est très difficile. Alors, il nous reste 5 minutes avant la fin de notre webinaire. Je vous propose de répondre à une dernière question. Alors, Philippe nous rappelle que la psychologie sociétale a prouvé qu'il n'y a pas de lien entre la prise de conscience d'une idée, donc ici par exemple les enjeux de la transition écologique et énergétique, et le comportement des personnes. C'est-à-dire on peut se dire oui, il faut sauver la planète et ne rien faire. Donc bon, je pense que vous abordez peut-être ce sujet plutôt dans le cadre de la formation elle-même, parce que la réponse ne peut pas être rapide, mais est-ce que vous pouvez proposer un outil concret pour changer le comportement dans le contexte, voilà, comme a mis Philippe, dans Fairness, en général, voilà, quel est un outil peut-être le plus simple, le plus basique pour démarrer? C'est une bonne question, hein. On sent l'expert de la question. Je pense d'abord, effectivement, je vous rejoins sur un sujet, parler de contexte international, et clairement la notion d'unfairness, donc d'injustice, est variable d'un environnement à l'autre. Que ce soit dans un environnement anglo-saxon, que ce soit dans un environnement plus pro-européen ou voire plus oriental, la notion de justice
et de justesse n'est pas la même. Donc, avoir quelque chose qui soit global, je ne suis pas persuadé qu'il y ait du sens, même si il y a des outils qui existent. Alors, moi j'utilise plusieurs outils, hein, mais j'en connais. Je ne suis pas un expert totalement de tous ces outils, donc ça, il faut avoir cette unité. Je crois qu'il y a des outils comme l'outil disque, par exemple, qui est très bien fait, là, qui permet, quel que soit, je ne parle pas de MBTI, ça peut être un sujet, mais je pense plutôt à l'outil disque DISC, qui permet effectivement de définir un peu comment dire, sa vision du monde et comment à travers les codes couleurs et ensuite comment on interagit avec les autres. Ça, c'est une chose. Il y a aussi la culture de l'entreprise qui est importante également. Et vous avez un outil qui est très, très bien fait, là, qui mesure la culture de l'entreprise. Ça s'appelle l'outil Barrett, BA20E2T, je crois, de mémoire, et qui mesure la culture de l'entreprise. Et ça, cette transformation-là ne peut pas passer sans une transformation de la culture de l'entreprise. Voilà. Lionel, tu as oui, vous va compléter par rapport à ça. Je vais complètement compléter parce que c'est complètement passionnant. Je suis convaincu alors les outils complètement, on en a un certain nombre, ceux que tu as cités sont très bons. Mais je pense qu'au-delà des outils, le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi le sujet du management dans un nouveau modèle de fonctionnement. Et en fait, il y a des théories, effectivement, des théoriciens qui réfléchissent comment faire évoluer ces modèles. On a parlé du modèle économique et sociétal traditionnel, c'est pas pour rien au début. Et donc, moi, je suis convaincu que de toute manière, les personnes en fait évolueront un petit peu à partir du moment où effectivement l'ensemble de leur vie, de ce qui les entoure, etc., évoluera aussi. Aujourd'hui, on n'y est pas, clairement, mais il y a d'autres voies possibles que le modèle linéaire. Et des gouvernants qui ont demandé des analyses sur ce sujet-là. Il y a les théories d'Amartya Sen. Il y a une commission, la commission Stiglitz, qui avait travaillé sur demande du président Sarkozy. Ce sont des choses qu'on évoque dans le module, un peu plus dans les détails. Et en fait, l'idée est assez simple. Si on veut sortir finalement de cette façon d'être un peu collective, de le nez dans le guidon et on fonce, toujours plus vite, toujours plus loin, peut-être qu'il faut mettre d'autres critères de développement et de bien-être sur la table. Et donc voilà, moi ça serait ma réponse. Et parce que malheureusement, en fait, c'est ces modèles-là qui font notre existence à partir du plus jeune âge, je veux dire les traditionnels. Donc aujourd'hui, c'est difficile, avec la plus grande volonté d'arriver à faire bouger les choses dans une organisation sur des personnes qui ne seraient pas convaincues. J'en rajouterais peut-être un autre outil, si vous permettez, auquel je pensais, c'est la théorie élue d'Otto Scharmer, qui précise en fait, en quelques mots, c'est un outil c'est une méthode de leadership et de conduite d'intelligence collective qui est orientée vers à la fois la découverte et la mise en œuvre de solutions innovantes, où chaque individu on est d'abord dans l'introspection, c'est-à-dire on prend connaissance du changement, on va le conscientiser pour pouvoir ensuite passer à l'action, se transformer et passer à l'action de manière à la fois individuelle et collective. Je penserai aussi également à ça par rapport à une des questions de notre auditeur. C'est pas mal les outils de conduite du changement. Merci beaucoup. Alors, on pourrait en débattre pendant longtemps. Et effectivement, après, je pense que l'idée, c'est aussi, d'approfondir peut-être à d'autres occasions ces sujets-là. Avant de nous séparer, je voudrais proposer à notre public, parce qu'on a abordé beaucoup de choses, beaucoup de thématiques. On est parti dans les directions
complémentaires mais très variés, comme le besoin de la transition, le rôle du management dans la transition, le rôle du manager middle management dans ce processus-là. Avec quoi est-ce que vous repartez? Donc mettez-nous s'il vous plaît dans le chat peut-être une idée ou deux idées que vous avez retenues de ce webinaire. Et pendant ce temps-là, alors il y avait une question, j'ai répondu dans le chat sur une personne qui cherchait à s'orienter. Donc, si vous voulez suivre nos formations, que ce soit les formations de la collection responsable ou d'autres, parce qu'on propose aussi, voilà, en MBA en RSE, en Executive MBA en RSE qui démarre la semaine prochaine. Où il y a même certains ont déjà démarré il y a un mois. Donc, vous pouvez contacter nos équipes. Vous avez à l'écran les numéros de téléphone pour la France et pour l'Afrique et les adresses mail. Donc, n'hésitez pas. Et on attend dans le chat, voilà. Qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire en une phrase pour voilà, pour partager un petit peu et pour voir aussi nous avoir un retour par rapport à tout ce qu'on a raconté, qu'est-ce qui était le plus utile, qu'est-ce qui était le plus important pour vous. Je vois que les personnes tapent. Bon, vous pouvez mettre vraiment les mots-clés un petit peu. Alors il y a Betty qui finit par une question provocatrice. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. Si, parce que on pourra chacun. Il y avait une question qui rejoignait ça. Nous permettra de répondre à deux questions, qui était une question comment je fais quand j'ai une entreprise qui n'est pas du tout dans la direction vertueuse. Donc moi je peux répondre à cette question. On a vu. Si l'entreprise n'est pas vertueuse, c'est un fait, mais grosso modo, à un moment ou un autre, elle va être obligée de s'y mettre. Vous avez vu la réglementation et le reste. Que ce soit dans l'aéronautique, dans l'aérospatial, où vous voulez. Même dans l'armement. Donc je dirais, vous avez deux choix. Et ça, c'est les mêmes choix qu'avant, quand vous étiez dans une entreprise et quand vous étiez en décalage potentiellement de valeur. Soit vous avez envie de vous battre là-dessus, et Jamel l'a un petit peu expliqué, elle l'a un peu abordé ce sujet-là, et donc dans ce cas-là, vous sentez une âme d'intrapreneur et d'avoir envie de faire changer les choses. C'est des très très beaux combats, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir, on l'a vu, ça marche dans les deux sens, bottom-up, top-down, vous allez pouvoir vous battre et faire remonter. Vous avez des comités, vous avez des canaux de communication, et essayer de faire changer les choses de l'intérieur. C'est tout à fait possible pour moi, pour l'avoir fait moi dans des organisations. Ça peut être un peu énergivore, et puis ce qu'il faut toujours essayer de chercher, c'est votre équilibre au sein d'une société. Vous êtes longtemps dans une société, il en va de votre bien-être aussi, d'être en équilibre, en alignement avec ce que vous faites et le sens que vous y mettez. Donc quelque part, si au bout d'un moment ça devient trop pesant, c'est à vous d'en tirer aussi, je dirais, les conséquences. Mais ça, le développement durable ne change pas trop la donne. Maintenant, en tout cas, c'est ma conviction profonde, mais elle est étayée de nombreux chiffres. Je voyais tout à l'heure, il y avait une question sur le BRICS. Je les prends très au sérieux, mais aujourd'hui, moi, j'ai plus aucun doute. Je trouve que c'est dommageable pour l'humanité d'avoir des comités qui tiennent encore ces propos. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, la plupart des entreprises vont s'y mettre et s'y mettent déjà, parce qu'elles n'ont plus le choix. C'était le sens de mon introduction. Je laisse Jamel pour compléter. Tu veux compléter? Non, je te remercie. Alors, j'ai beaucoup aimé le résumé de Guillaume qui finalement dit qu'il est impératif de sortir du triangle de l'inaction et qu'il faut s'appuyer sur les ODD pour définir les objectifs atteignables au sein de nos structures. Je pense que c'est un bon résumé finalement de notre discours. Je suis peut-être moins d'accord avec Régis qui dit que le manager RSE a une responsabilité sociétale. Je pense que tout manager parce que c'est peut-être ça le problème aussi aujourd'hui dans les structures, c'est que on donne ce rôle à une personne, le responsable RSE, alors que tout manager
a cette responsabilité. Et c'est pour ça aussi, je reviens à notre collection responsable, qu'on a voulu faire ces modules de spécialisation pour dire que un ou une RH a une responsabilité, un ou une directeur achat a une responsabilité, tout le monde a une responsabilité. Tu voulais ajouter quelque chose, Jamel? Non, je te rejoins. On parle beaucoup aujourd'hui de verdissement de la fonction, hein, que ce soit la fonction RH, la fonction finance, hein, que ce soit la fonction achat, les fonctions supply chain, par exemple, ou commerciales. Donc, effectivement, donc, je crois que la RSE aura atteint ses lettres de noblesse lorsqu'il n'y aura plus de directeur RSE au sein de l'organisation. Elle sera totalement intégrée dans le quotidien de chacun des collaborateurs, managers et dirigeants de l'entreprise. Donc, vous allez Je peux rajouter un mot parce que vous voyez, c'est des sujets qui nous passionnent. Enfin, moi, ça me passionne. Comme je dis aux organisations que j'accompagne, moi, mon objectif, c'est de plus travailler avec vous. C'est-à-dire que quand j'aurai terminé, vous serez autonome. En fait, c'est une démarche d'amélioration continue, premièrement, et c'est une démarche de responsabilité collective. Et c'est pas une personne dans un coin, dans un bureau. Elle peut avoir un rôle de coordinateur très fort, mais au final, voilà, c'est ensemble qu'on y arrive. Il y avait déjà des disciplines un petit peu comme ça à l'époque, mais je vous laisserai réfléchir à ça. Bon, Régis nous rejoint, donc c'est bon, hein, on part, on est sur la même longueur d'onde. Alors encore merci, merci beaucoup à Jamel et Lionel d'avoir présenter leurs idées, c'était passionnant, je pense, la discussion d'aujourd'hui. Merci à notre public qui a été très actif, beaucoup de questions dans le chat. On n'a malheureusement pas pu répondre à toutes les questions. J'ai essayé de choisir les questions auxquelles on n'a pas répondu dans d'autres questions. J'avais l'impression que qu'il y avait une partie des questions auxquelles il y avait déjà des réponses dans nos propos. On reste à votre disposition. À bientôt pour de nouveau IFG Live Parole d'experts et très bon après-midi à tout le monde. Merci à toutes et tous. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. Au revoir.